Merci pour votre constante fidélité à Chérifla Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Le guide spirituel des Ansar Ased Chérif Ousmane Madani Haïdara a reçu la visite des femmes veuves de Sikasso. Ces dernières sont venues lui manifester leur reconnaissance pour son soutien à l'endroit de leur association durant la 23e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion parrainé par le guide Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Témoignages et bénédictions ont été également formulés lors de cette rencontre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous aux informations. Le guide spirituel des Ansar Ased Chérif Ousmane Madani Haïdara a reçu la visite des femmes veuves de Sikasso. Ces dernières sont venues lui manifester leur reconnaissance pour son soutien à l'endroit de leur association durant la 23e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion parrainé par le guide Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Témoignages et bénédictions ont été également formulés au cours de cette rencontre. Tata Touré et Fousseni Keïta étaient présents pour Chérifla Télévision. Après les activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, l'association des femmes veuves de la région de Sikasso a décerné au guide Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara un diplôme d'honneur. Ce diplôme est une reconnaissance du mérite patriotique à l'endroit du guide pour sa vision et son engagement à consolider la chaîne de la solidarité dans notre pays. En guise de témoignage, les femmes veuves de la région de Sikasso l'ont également remercié pour ses actes de bienfaisance en leur faveur, avant d'inviter l'ensemble des Maliens à pérenniser cet élan de solidarité pour en faire une habitude au quotidien, afin de venir en aide aux femmes veuves. Bon, l'objectif de cette initiative, c'est dur au mois de la solidarité, ce que le chérif nous a fait. Nous sommes très contents. C'est pour cela qu'on est déplacé pour venir le remercier et lui donner un diplôme. C'est de remercier le guide. Que Dieu lui aide, lui donne une longue vie. Bon, de demander aux autres de regarder comme chérif a fait, de faire comme chérif a fait. C'est ce qu'on demande. Et j'ai retenu un thème principal. C'est que comme les veuves militaires, les veuves des policiers, les veuves civiles aussi veulent être tenues en compte. Qu'on essaie d'aider aussi les veuves civiles. Donc c'est ce point fort que j'ai retenu. Et elles ont été très reconnaissantes. Quitter Sikasso pour venir dire merci au guide, ça nous a fait beaucoup plaisir. Parce que quand on fait du bien, on aimerait souvent être félicité pour avoir beaucoup plus de courage et pousser d'autres personnes aussi à faire la même chose. Le guide, il fait tout le temps des dons, des vœux aux gens, aux indigents. Donc, ça nous encourage beaucoup de voir que certaines personnes quittent jusqu'à Sikasso pour venir nous dire merci. Ça, c'est déjà très encourageant. Notre pays traverse une période très difficile. Nous avons besoin d'être ensemble, de nous serrer les coudes, comme on dit, pour faire face à toutes ces difficultés. Donc si tous les Maliens pouvaient se donner la main, et quelles que soient les tendances, ça va beaucoup aider le pays à sortir de l'ornière. Le guide a vivement salué la délégation pour la forte mobilisation et réitéré son soutien à l'association. Madame la présidente, je le remercie infiniment. Les déplacer jusqu'à Sikasso au Bamako ici. Vraiment, je suis très content. Et je demande au bon Dieu de nous donner la paix et tout ce qu'on demande. Merci. Créée en 2008, cette association vise entre autres objectifs la consolidation de la solidarité entre les membres de l'association, la favorisation de la formation et l'employabilité de ses membres.
Voilà, c'était les femmes vives de Sikasso chez le parrain national de la 23e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. La Fédération nationale des demandeurs d'emploi du Mali a organisé un point de presse hier jeudi 9 novembre à la Maison des Jeunes de Bamako. Objectif, attirer l'attention de la jeunesse sur la problématique de l'emploi et la formation professionnelle. Reportage Amadoun Diallo et Baba Keïta. La Fédération nationale des demandeurs d'emploi du Mali est un groupement de personnes à caractère non confessionnel, œuvrant exclusivement pour la formation de l'emploi, l'intégration socio-économique et culturelle des jeunes. Avec ce point de presse, elle vise non seulement à attirer l'attention de la jeunesse sur la problématique de l'emploi et la formation professionnelle, mais aussi accompagner les pouvoirs publics dans la politique de l'emploi au Mali. À travers ce point de presse, nous souhaitons notifier la jeunesse malienne de la présence de la Fédération, informer l'opinion nationale et aussi internationale sur les stratégies, méthodes et objectifs que nous avons afin de compléter le gap dans le secteur de l'emploi. En premier, nous souhaitons enchaîner une enquête qui va nous permettre de faire l'état réel de nos structures de formation à travers les enseignants et les élèves et étudiants eux-mêmes. Donc à la suite de cette enquête, nous aurons l'état réel du terrain et à partir de là, nous pourrons faire des propositions concrètes sur comment remédier à l'ensemble des difficultés que rencontrent nos confrères et consoeurs dans les établissements scolaires. Au cours de ce point de presse, des questions relatives aux 200 000 emplois promis par le président de la République en 2013 et la marche des agents mécontents de l'INPS prévue les prochains jours ont été soulignées par certains confrères. À ce sujet, le président de la FNDEM apporte des précisions. Aujourd'hui, on est en train de démarcher le ministère de l'Emploi, un partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse, le ministère de l'Emploi et le ministère de la Jeunesse pour les reconversions de la jeunesse malienne. Aujourd'hui, on a chaque année plus de 6 000 étudiants qui finissent, qui n'ont pas d'emploi. On est en train de démarcher les différents ministères si on pourrait mettre en place des formations, des reconversions pour ces jeunes-là. Oui, on demande aux dirigeants, au pouvoir public, de revoir la situation des jeunes qui ont marché devant l'INPS, qui veulent marcher sur Kourouba. Certes, ce n'est pas quelque chose de bon, mais il faut aussi les comprendre. Quand on ne travaille pas ou quand on est au chômage, souvent c'est très difficile. Nous demandons aux dirigeants qui ont fait beaucoup, de revoir s'il y a les possibilités en deux structures privées ou publiques d'insérer d'autres jeunes. Au dire de la Fédération, les 200 000 emplois promis par Ibrahim Boubacar Keïta ont été exécutés à plus de 50%, allant dans la période 2013-2017 selon des statistiques avancées par la Direction nationale de l'emploi. Pour un rappel, la Fédération nationale des demandeurs d'emploi du Mali a été créée au mois d'octobre dernier et elle compte en son sein une cinquantaine d'associations et de mouvements. Un nouveau convoi transportant nos compatriotes qui étaient en situation difficile en Libye a atterri à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou hier jeudi 9 novembre 2017. À leur descente, ils ont été accueillis par le chef du cabinet du ministre des Maliens de l'extérieur. Il était accompagné par les responsables de l'Organisation internationale des migrations, Abdou Karim Sako et Samba Traoré pour Chérifila Télévision. C'est à partir de 16h50 que s'est posé l'appareil de Libyan Airlines sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou avec à son bord les 251 Maliens rapatriés de la Libye. Accueillis par les responsables du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine et l'Organisation internationale des migrations OIM, nos compatriotes ainsi rapatriés ne cachent guère leur joie d'avoir regagné la mère patrie après tant de souffrances subies en Libye. C'est trop dur, c'est difficile aussi. Il y a des choses tristes, il y a des choses, on peut dire, mauvaises. Voilà. Donc, ils nous traitent mal. On ne peut pas parler tout. Quand on dit on parle ça, peut-être notre cœur ne accepte pas.
Bon, comme vous le voyez, les gens, quand ils voient son visage, bon, ça vous dit quelque chose. Mais alhamdoulilah Rabbil Alamin, on est arrivé. Donc voilà, tout ce que je peux dire. Ce rapatriement volontaire de nos compatriotes a été organisé par le ministère des Maliens de l'Extérieur avec l'appui de l'OIM. L'OIM, dans ce processus, assure, ou disons, on est là que pour soutenir. C'est un soutien logistique en fait que nous donnons au gouvernement du Mali pour faciliter le retour de ces personnes-là. L'OIM aussi intervient ensemble avec les autorités pour aider ceux qui sont dans des situations de détention qui n'ont rien fait de mal, mais pour lesquels la raison de leur détention est le fait qu'ils soient illégalement sur le sol libyen, à aider à ce que ces personnes-là soient libérées. Pour le ministère en charge des Maliens de la diaspora, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour appuyer les concitoyens ayant regagné le bercail sur la base de la présentation d'un projet dans le cadre du budget spécial d'investissement. L'OIM a un programme de réintégration et de réinsertion. Donc tous les migrants qui rentrent volontairement ou même les refoulés, ceux-ci bénéficient d'un programme de l'OIM. Il s'agit pour eux de pouvoir faire des propositions de projets. Et sur la base de ces propositions de projets, je pense les uns et les autres pourront avoir leur financement et pourront s'installer définitivement dans des activités génératrices de revenus qui les permettront de rester sur place et de ne plus être tentés par l'immigration irrégulière. Nous, à travers le budget spécial d'investissement aussi, nous finançons certains jeunes à ce niveau. Il s'agit d'avoir des capacités de proposition de projets et avec ces capacités de proposition de projets, nous parvenons à financer certains pour qu'ils puissent avoir des ressources pérennes et ne pas être tentés par l'immigration irrégulière. A signaler que ces 251 personnes seront hébergées par la protection civile pendant 3 jours avant de regagner leur famille. Actualité hors de nos frontières. Le premier ministre libanais démissionnaire Hariri ne serait pas retenu à Riyad, selon une déclaration vendredi 10 novembre du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Quelques heures auparavant à Dubaï, le chef de l'État Emmanuel Macron avait fait savoir que Hariri n'avait formulé aucune demande pour venir en France, démentant les rumeurs de ces derniers jours, faisant état de sa possible venue à Paris. Pour plus de précisions, suivons ce commentaire signé Moussa Fomba. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pense que le premier ministre démissionnaire Saad Hariri est libre de ses mouvements en Arabie Saoudite, contrairement aux allégations des autorités libanaises. Le premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri ne serait pas retenu à Riyad selon une déclaration faite vendredi par le chef de la diplomatie française. On pense qu'il est libre de ses mouvements et il importe que lui-même fasse ses choix, a déclaré le ministre des Affaires étrangères sur Europe 1. Saad Hariri a annoncé samedi sa démission du poste de premier ministre depuis l'Arabie Saoudite, ajoutant qu'il disait craindre pour sa vie. Selon plusieurs sources, Beyrouth considère qu'il est retenu contre son gré par les autorités saoudiennes. Le sujet qui nous préoccupe, c'est la stabilité du Liban et qu'il y ait une solution politique qui se mette en place rapidement, a déclaré Jean-Yves Le Drian. La situation au Liban était au menu des discussions entre Emmanuel Macron avec le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman jeudi soir à Riyad. À Dubaï jeudi, le président français Emmanuel Macron a fait savoir que Hariri n'avait formulé aucune demande pour venir en France, démentant ainsi les rumeurs de ces derniers jours faisant état de sa possible venue à Paris. Avant de refermer ce journal, voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, une compilation signée Sadio Sidibé. L'actualité en Côte d'Ivoire, une importante délégation du gouvernement burkinabé est arrivée ce jeudi à Abidjan avec à sa tête le Premier ministre Paul Kabacheba. Une visite dans le cadre d'un forum d'affaires sur les investissements visant à proposer aux diaspora burkinabé d'investir dans des projets économiques au pays. La rénovation de la voie des chemins de fer entre Abidjan et Ouagadougou, prévue pour décembre, les travaux qui permettront à terme de créer un axe routier rapide entre les deux pays ou encore l'approvisionnement énergétique du Burkina Faso par la Côte d'Ivoire. Tous les sujets permettant de conforter la bonne coopération ivoiro-burkinabé ont été abordés par les deux premiers ministres ce jeudi. Une coopération qui apparemment connaît toutefois ses limites d'un point de vue judiciaire puisque François Compaoré, qui vient d'effectuer un vol Abidjan-Paris,
n'a pas subi la rigueur de la loi malgré le mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice burkinabé. Il est recherché dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. En 1998, Norbert Zongo et 3 de ses compagnons avaient été retrouvés morts. Le journaliste enquêtait sur la mort du chauffeur de François Compaoré. Et puis l'actualité politique en RDC. Alors que la communauté internationale salue la publication d'un calendrier électoral en RDC, la CENI rappelle que la tenue des élections fixées le 23 décembre 2018 est assortie d'un certain nombre de contraintes. La première des conditions doit d'abord être remplie par l'Assemblée nationale et le gouvernement. En effet, il faut que la loi électorale portant sur l'organisation de ces élections soit votée au plus tard le 30 novembre. Or, ce texte n'a toujours pas été présenté par l'exécutif, mais des réunions sont en cours entre la CENI et le gouvernement pour y parvenir, dit-on. Deuxième condition, finir de verser l'argent nécessaire pour terminer l'enrôlement. Selon une source au sein de la CENI, il manque au moins 60 millions de dollars sur les 400 prévus et que le gouvernement s'était engagé à décaisser. Ces 60 millions permettraient, entre autres, d'acheter les serveurs et les logiciels nécessaires à fiabiliser les fichiers électoraux. Au Cameroun, une nouvelle escalade dans la crise que traverse le Cameroun dans ses régions anglophones du nord-est et du sud-ouest. Mercredi, le préfet de la Mézam, dont le chef-lieu est Bamenda, épicentre de récentes violences, a annoncé l'instauration d'un couvre-feu qui court sur la période du 8 au 23 novembre 2017 et qui prévoit une interdiction formelle de se déplacer entre 22h et 5h du matin. Cette injonction survient après l'assassinat de 3 gendarmes en début de semaine. Il s'agit des premières victimes du côté des forces de l'ordre depuis le déclenchement de la crise anglophone en novembre 2016. Aucune de ces attaques n'a été revendiquée, mais le porte-parole du gouvernement camerounais Issa Chiroma Bakary, les gendarmes ont été tués par des sécessionnistes anglophones. Les 2 régions anglophones du Cameroun sont en proie à une vague de contestation depuis près d'1 an pour contester une présumée marginalisation par le pouvoir central. Cette crise, au départ social, a évolué vers une crise politique dans laquelle certains leaders anglophones réclament d'un côté le fédéralisme, quand d'autres parlent tout simplement de la partition du pays. Et puis pour terminer l'actualité judiciaire, les juges de la Cour pénale internationale CPI autorisent l'ouverture d'une enquête sur la situation au Burundi. Cette décision rendue publique ce jeudi a été prise le 25 octobre dernier. La Cour tenait à mettre en œuvre des mesures de protection des victimes et des témoins éventuels avant de communiquer. Le retrait du Burundi de la CPI n'est en aucun cas un frein aux poursuites. Selon les statuts de la CPI, celui-ci n'est effectif que depuis le 27 octobre dernier. La Cour pénale internationale reste donc compétente pour se pencher sur les crimes contre l'humanité présumés et le Burundi est également tenu de coopérer. Le procureur peut accepter de confier l'enquête à Bujumbura ou refuser. Cette dernière option semble la plus probable car, malgré la création de 3 commissions d'enquête burundaises, la CPI estime que le pays n'a jusque-là pas fait preuve d'une grande efficacité judiciaire sur les dossiers qui intéressent les juges de la Haye. Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Chérif La Télévision. Au revoir.